Bonjour à C'est tous, parti. aujourd'hui je suis avec Pauline Vétier. Pauline, elle est très active sur LinkedIn depuis qu'elle s'est lancée. Ça lui a permis de se créer un personal branding fort. Et grâce à ça, Pauline, t'es sollicitée pour plein de missions. Alors, je t'ai invitée sur la chaîne parce que j'ai plein de questions à te poser pour comprendre comment tu fais tout ça. Donc, salut Pauline. Salut Marion, merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Ah bah, avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi pour qu'on comprenne qui tu es? Oui, avec plaisir. Donc, je me suis lancée en freelance en septembre 2021. Donc, ça fait 20 mois au moment où on enregistre. Et je suis spécialiste en marketing B2B. Et en freelance, j'ai une double casquette. Je suis responsable marketing externalisé et également ouais, attachée de presse freelance. Voilà. Ok, double casquette. Mais tu as une niche quand même. Tu as un marché de prédilection. Absolument. Donc, je travaille exclusivement avec les acteurs de la transition énergétique et climate tech. Donc, en gros, les acteurs de l'environnement en B2B. D'accord, OK. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a donné envie de travailler ton personal branding? Écoute, c'est assez rigolo quand tu es venu et quand on a échangé sur ce sujet. Euh, ouais, ça m'a fait assez sourire parce que je dirais pas que je suis la première personne spontanément vers qui j'irais pour parler de personal branding, mais en fait, je pense que on s'auto-censure tous sur ces sujets-là. La petite particularité, c'est que quand je me suis lancée en freelance, donc en 2021, euh, j'avais un gros syndrome de l'imposteur, mais je pense comme pas mal de freelance. Et de mon côté, le sujet, c'était vraiment l'hésitation entre est-ce que je me lance et je me mets en agence, ou bien est-ce que je me lance et je me market sous mon nom propre. Et j'avais pas du tout la légitimité au moment de mon lancement pour me lancer en mon nom propre. Tu vois, le fait d'avoir un site web genre prénomnom.com, pour moi, c'était la loose. Enfin, je comprenais pas. Voilà, ça me pétrifiait. Et du coup, quand j'ai enregistré ma micro-entreprise, enfin, créé ma micro-entreprise, j'avais ce nom, voilà, Majorel Marketing, qui me venait en tête. Dans mes brainstorming, c'est le seul qui sortait. Donc, je me suis dit, allez, Majorel Marketing, je m'enregistre comme ça. Mon site web, quand je l'ai créé au bout d'un an, c'était sous le majorelmarketing.com. J'avais un logo, du coup, Majorel Marketing. Et voilà, ça a été sur ma première année en freelance. Les choses ont évolué puisque j'ai progressivement pris confiance en moi. Et j'ai un peu rejoint, on va dire, le mouvement solopreneur. Et du coup, voilà, aussi en lisant Thibault Louis, Flavie Prévost, les deux, j'adore un peu leurs idées et les choses qu'ils partagent sur LinkedIn, dans leur newsletter, etc., dans leur podcast. Et du coup, ça m'a progressivement donné confiance dans le fait de me lancer, de me développer plutôt dans mon nom propre. Et clairement, en fait, au bout de, voilà, de 18 mois, je savais que j'allais pas lancer une agence. Ça m'intéressait pas du tout de manager ou d'être en mode agence. Et le côté solopreneur, donc être freelance plus diversifier ses canaux de revenus, m'intéressait déjà beaucoup plus. Et du coup, voilà, maintenant mon site c'est paulinevétier.com et j'ai un logo en mon nom. Donc tu vois, j'ai fait un petit peu de chemin par rapport à ce fameux personal branding. OK, donc tu as quand même ta couleur, tu as changé de logo. Tu l'as fait seule ou tu t'es fait accompagner pour ces aspects un peu créatifs, on va dire? Ouais, alors quand je me suis lancée, j'avais assez peur, comme je t'ai dit, et en fait, les seules choses qui m'intéressaient de faire, c'était de justement travailler sur un logo, un branding, un site web, les Ouais, derniers trucs qu'il faut faire quand t'es freelance, tu vois. c'est Parce pas que la c'est priorité ce que tu normalement. dis pas la priorité du tout. Les clients potentiellement s'en fichent. Donc moi, en effet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dépensé 600 euros avec une graphiste parce que j'avais envie de créer un univers déjà un petit peu et un logo qui était sympa. J'avais pas trop envie de bidouiller des choses et en fait, j'avais envie de me faire plaisir avec ça. Ouais. Donc ouais, j'ai lâché un billet. Et enfin, la charte graphique, je l'utilise encore aujourd'hui, c'est la même. Le logo a juste évolué, mais on a repris la même police, juste les lettres ont changé. De Majorel Marketing, c'est devenu Ah, Pauline Pauline Vétier. Vétier. Voilà, on n'est pas allé très loin et ça me va très très bien comme ça. Et je regrette pas. Ça m'a permis aussi d'avoir des éléments finalement assez quali, assez propres sur lesquels travailler mon univers graphique, mon branding dès le début. Notamment mes slide decks, ma signature d'email, c'est des petites choses, mais finalement c'était assez propre. Voilà, je pense que ça a aidé à donner confiance un petit peu. Oui, tu parlais de syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça t'a aidé peut-être à te sentir plus crédible au départ? Ben, je pense enfin, c'est assez difficile hein, de se lancer. Moi, j'ai été salariée pendant 12 ans avant de me lancer.
Franchement, on fait comme on peut au niveau de la gestion des émotions, de ce qui nous rassure aussi, tu vois. Ben, si c'est de se créer, tu vois, ben voilà, de bosser là-dessus, faut faire avec ça. Et en parallèle, tu vois, j'ai un peu coché toutes les cases. J'ai commencé à démarcher assez rapidement. J'ai networké à fond. J'ai fait plus de 100 heures de call réseau pendant ma première année en freelance. Donc, tu vois, j'ai vraiment networké. J'ai créé du contenu à balle sur LinkedIn. Enfin, 3 fois par semaine, j'étais hyper régulière. Après, au bout de quelques mois, j'ai rejoint le classement Favicon, donc un classement des influenceurs LinkedIn. Donc, tu vois, j'ai percé assez rapidement. Donc, j'ai quand même coché assez rapidement les cases de choses qui pouvaient être intéressantes en termes de canaux d'acquisition et de diversification de canaux d'acquisition. Donc, inbound, outbound, réseau recommandation. Et j'ai eu des clients que j'ai réussi à fidéliser. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, on va dire. OK, et c'est intéressant parce que tu as testé pas mal de choses, mais le premier lead venu de LinkedIn, ça a mis combien de temps, pour qu'il arrive finalement? Ouais, alors pour la petite histoire, quand je me suis lancée, j'avais écrit des mois avant, 3 4 mois avant mon lancement, j'avais préparé un post LinkedIn en fait, qui était mon post de lancement. Tu vois, enfin, j'ai enregistré ma micro au mois de mars. J'ai quitté mon poste mon poste salarié vers au mois de mai-juin. J'ai diffusé à mon réseau le fait que je me lançais en freelance au mois de juin. Et pendant l'été, j'ai commencé à bosser un peu en sous-marin sur mes premières missions. Et au mois de septembre, donc quasiment 6 mois après la création de ma micro, j'ai annoncé sur LinkedIn. Et pour moi, ça a été vraiment le début du freelancing, mon officialisation, même si j'avais déjà des missions sur lesquelles j'étais en train de bosser un peu en sous-marin. J'ai annoncé voilà, sur LinkedIn via un post. Et ce premier post LinkedIn m'a déjà généré un lead en fait dès le début. Ah ouais, c'est rapide. Donc voilà. Ouais, c'était rapide. C'était un client avec qui du coup j'ai bossé pendant près d'1 an. Voilà. Donc il y a eu ce premier client. Enfin, je bossais déjà avec des clients que j'avais eu via mon réseau avant cette espèce d'officialisation pour LinkedIn, qui était surtout une officialisation en fait dans ma tête, tu vois. De faire ce coming out et d'annoncer au monde que je me lançais en freelance, ça voulait dire aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible d'une certaine Oui, façon. ça y est, je suis Voilà. freelance, c'est dit, c'est c'est plus possible de Ouais, revenir en plus arrière. salarié. Enfin, en tout cas, voilà, je suis freelance, c'est officialisé, c'est dit de vive voix et ça s'est vraiment diffusé. Le poste a eu un beau reach. Et après, donc pendant les 8 mois qu'on suivi ce fameux poste de septembre 2021, j'ai posté régulièrement, donc 3 fois par semaine. Et je ne générais pas particulièrement de leads. Je pense que j'étais surtout en train de travailler mon copywriting, travailler mon style, prendre Ouais. confiance en moi sur le fait que LinkedIn en fait était devenu mon journal de bord parce que je faisais du building public et je publiais beaucoup sur mes aventures en freelance. Et en fait, pour la petite anecdote, on y arrive, c'est que c'était au bout de 8 mois, 8 mois à publier, 8 mois de freelancing que j'ai obtenu. Donc c'était mai 2022, une vingtaine de leads qualifiés d'un coup qui sont arrivés Wow. entre ma mailbox, voilà, mon site n'existait pas, donc c'était surtout LinkedIn et ma mailbox qui sont arrivés d'un coup en l'espace de 2 semaines. Donc tu vois, c'était vraiment ce qu'on appelle les effets cumulés. Et c'est voilà, presque un an de travail qui était récompensé, qui sont arrivés comme ça. OK, ouais, faut pas perdre patience. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à calculer le pourcentage de clients qui arrivent vers toi grâce à ton personal branding et à LinkedIn? Ouais, alors c'est une bonne question. Je pense que enfin voilà, c'est que maintenant que mon questionnaire est vraiment assez affiné. D'une manière générale, ce que je vois, c'est que les leads qui viennent vers moi sont très qualifiés. Donc pour donner une idée, là très récemment, entre janvier et février 2023, donc il y a 2 3 mois, j'ai obtenu 20 leads en 2 mois. Et c'était un mix de mes principaux canaux. Donc j'ai eu de la recommandation, donc bouche à oreille, j'ai eu Malte, j'ai eu LinkedIn et j'en ai eu qui sont rentrés via mon site web. Et en fait, tout s'était qualifié. C'était soit du marketing, soit de la communication, des relations presse. Tout c'était en B2B et dans le secteur de l'environnement. Parfait pour moi. Donc ça montre que voilà, mon réseau freelance avait bien identifié mon positionnement, mon univers de marque et que mon messaging était très très clair. Voilà. OK. Donc c'est un peu varié, peut-être il y a pas de règle et d'un mois à l'autre, ça peut changer? Oui, ce que j'estime, c'est que, enfin, quand je vois qu'il y a un fit entre la mission qui m'est demandée, enfin, si tu veux, le besoin du client et les services que je propose, je pense que, enfin voilà, je vais réinsister peut-être sur le positionnement, mon positionnement sectoriel et métier, qui est très clair, c'est qu'en fait les gens comprennent bien ce que je fais.
Oui. Et c'est ça finalement voilà, l'intérêt numéro un du personal branding, c'est de diffuser des messages clairs par rapport à ton offre de service, à ce que tu proposes aussi et avec qui tu as envie de bosser. Oui, exactement. Ça marche. Donc là, je vois que ça t'apporte beaucoup, mais au début, c'est pas toujours évident de s'exposer. C'est quoi qui était le plus difficile pour toi au départ? Est-ce que c'était la rigueur pour bien poster 3 semaines? Est-ce que c'était, avoir des idées de posts? Est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on va dire de moi quand on voit que je suis active sur LinkedIn? Est-ce qu'il y avait des freins un peu dans ton esprit? Alors, très clairement sur LinkedIn, je savais que tous mes anciens collègues me lisaient. J'avais régulièrement des retours de leur part. Tu vois, vraiment encourageant. On adore ce que tu fais, ce que tu écris. Ils sont top, tes posts. Tu vois, c'était encourageant, mais aussi c'est un peu intimidant. Tu te dis, ben, dès que tu cliques sur le bouton publier, on va te lire, quoi. Je suis Donc, scrutée. oui, je suis scrutée. Donc ça, en fait, je pense que j'ai fait fi, tu vois. J'ai vraiment ôté ces espèces de barrières un peu mentales à me dire tout le monde m'observe. Et au contraire, je me suis dit, en fait, je le fais pour moi avant tout. C'est mon business, c'est ma carrière, c'est moi qui ai envie de développer différentes choses sur LinkedIn. Euh, que les gens aiment ou n'aiment pas ce que j'écris, finalement, c'est pas si grave. L'important, c'est que je m'y retrouve et que je trouve des clients sur le chemin. Donc j'ai fait fi de ça. Il y a aussi mes frères et sœurs qui me lisent, tu vois. Des cousins, cousines, enfin, il y a du monde, quoi. Et du coup, voilà, j'ai travaillé sur ce syndrome de l'imposteur parce que c'est pas évident. Pareil, de dire, je présente une offre de service, j'ai telle et telle compétence, finalement, ouais, c'est vachement intimidant. Donc voilà, pour te répondre, ça a été très progressif. J'ai pris confiance progressivement suite aux retours qu'on me faisait, qui étaient quand même des feedbacks vraiment positifs. Euh, et, euh, et plus mon activité se structurait, plus mes clients aussi étaient satisfaits de mon travail. Et en fait, j'ai eu rapidement des clients qui m'ont dit qu'ils étaient admiratifs du fait que j'avais une vraie rigueur, que tous mes contenus que je sortais étaient qualitatifs. Quand c'est voilà, non pas des anciens collègues ou de la famille, mais des clients qui te disent ça, enfin, ça c'est jackpot, ouais. Oui, je comprends. Et justement, j'allais te demander, est-ce que, ça inquiète pas parfois tes clients de voir que, tu consacres pas mal de temps et d'énergie à LinkedIn? Est-ce que parfois ils se disent pas: «Mais est-ce qu'elle va avoir du temps pour nous?» Ouais, c'est une bonne question. En fait, il faut se rappeler, donc moi, voilà, je suis en freelance, je travaille en full remote, je ne me déplace pas chez mes clients, je ne vais pas au bureau, je n'ai pas de collègues avec qui je parle le matin autour de la pause café, ouais, pause café au bureau, avec qui je vais à la cantine déjeuner à midi, avec qui je fais des goûters l'après-midi, etc. J'ai pas tout ça. Et en fait, si tu calcules le temps que je passe sur LinkedIn tous les jours, c'est environ, tu vois, 2 heures. Ça peut facilement monter jusqu'à 3 heures, notamment si je fais de la prospection, si je prépare un live LinkedIn, ce genre de choses. Mais en fait, 3 heures par jour, si tu regardes bien, c'est complètement le temps qu'un salarié standard passe dans son temps de déplacement et dans son temps de Oui, sociabilisation et de réunions perdues au quotidien au bureau. Donc, quand je dis réunion perdue, réunion pas productive. C'est au moins 3 heures par jour à minima. Et pourtant, on ne remet pas en question, tu vois, la productivité du salarié et tout ça. Donc, c'est normal. personne ne m'a fait de réflexion. Voilà, c'est tout à fait normal. Si quelqu'un m'en faisait une, je dirais ça en fait. Je dirais que le temps que je gagne en étant freelance et en travaillant depuis la maison et sans déplacement, je le mets dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire travailler ma marque personnelle et développer mon business. OK, c'est intéressant parce qu'il y a 2 choses, que tu as dit là, sur lesquelles j'ai envie de réagir. La première, c'est, souvent, moi j'échange avec des freelances qui se lancent, c'est très difficile pour eux d'annoncer leurs nouveaux posts sur LinkedIn, difficile pour eux de poster parce qu'ils savent que, des gens de leur ancienne vie, si on peut dire, vont voir ce qu'ils font et ce que je constate, c'est que très souvent les gens sont surpris, ils reçoivent des messages, d'admiration en fait. «Bravo, tu as osé faire ça, je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas» et c'est top de recevoir des retours comme ça et que tu nous expliques que toi, c'est ton cas aussi parce que je pense que ça va vraiment aider à dédramatiser. On le voit, communiquer, ça peut apporter beaucoup, ça peut vraiment permettre de se développer et il y a ces petites craintes au départ qui, finalement sont pas vraiment fondées parce que les gens vont plutôt vous regarder avec un œil, plein d'admiration, quoi. Alors pas tous, mais la majorité, c'est ça.
Et la deuxième chose que tu as dit qui est intéressante, c'est que tu as parlé des journées où tu passes plus de temps sur LinkedIn parce que tu fais de la prospection. Et justement, je voulais te demander, est-ce que ton contenu aujourd'hui suffit à faire venir les gens dans ton inbox ou est-ce que toi, tu as une démarche en complément à faire pour aller contacter des gens, par exemple, qui ont interagi avec tes posts? Ouais, super question. Alors, je vais peut-être rebondir déjà sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je suis allée en plus même plus loin que juste poster sur LinkedIn, faire des posts de création de contenu autour de mon activité, etc. Parce que j'ai fait depuis mon lancement, je fais du building public. Donc vraiment, je construis mon activité en la partageant en temps réel sur LinkedIn. Donc je fais Oui. régulièrement des posts de bilan, tu vois, les bilans mensuels, les bilans trimestriels. J'ai eu partagé sur ma première année mes chiffres, tu vois, mon CA, je le partageais régulièrement. Je le fais plus actuellement pour X et Y raison. Il y a eu toute une vague de discussions sur LinkedIn sur ce sujet qui m'a un peu saoulée, donc je le fais plus. C'est pas très intéressant. Enfin voilà, c'est pas très grave. Euh, donc voilà, je suis allée assez loin, tu vois. Et en fait, j'étais vraiment dans une dynamique de transparence d'authenticité, qui font partie de mes valeurs. Et c'est plutôt des choses que, pareil, enfin, que les gens ont appréciées et pour lesquelles on m'a félicité, voire remercié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc tu mentionnais, oui, est-ce que tout mon pipe vient de LinkedIn? Est-ce que ça me suffit? Et notamment, voilà, au niveau de l'inbound. Moi, j'adore prospecter et je le fais pour une raison principale, c'est pour continuer à garder un bon pourcentage de ma cible dans mon audience LinkedIn et D'accord. pas que des freelances ou des marketeurs salariés, parce que j'ai quand même pas mal de freelances et de marketeurs salariés qui me suivent. Je veux garder une grosse proportion pardon, de gens dans l'impact. Et ma cible, en gros, ce sont les startups, les TPE, PME dans le secteur de la transition environnementale. Voilà, ça c'est pour le type d'entreprise. Et les profils, ce sont des dirigeants, dirigeantes, direction marketing, direction vente. Et je veux m'assurer, voilà, je prospecte régulièrement pour garder une bonne proportion de ces personnes-là dans mon audience et pas que, par exemple, des freelances. Ouais. Ok, mais c'est génial parce que ça m'amène à mon autre question. Je voulais te demander comment tu trouves tes idées de contenu. Et justement, quand tu fais du building public qui va beaucoup intéresser d'autres freelances, comment est-ce que tu contrebalances en ayant aussi du contenu qui va intéresser ta cible? Oui, alors, il faut pas. Alors, enfin, ça, c'est un peu une idée reçue que si tu t'es freelance et que tu écris sur le freelancing, en fait, ça va pas t'apporter de clients. C'est faux. Moi, j'ai plein de freelances qui m'ont apporté des affaires, qui ont été apporteurs d'affaires pour moi, qui m'ont mis sur des super missions sur lesquelles eux-mêmes étaient, ou alors des missions qu'ils ne pouvaient pas prendre et qu'ils m'ont refilées. Après, j'étais prise ou pas, mais en tout cas, je trouve qu'on a un petit écosystème et celui que je me suis créé à moi est complètement bienveillant. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je me sens complètement à l'aise. J'envoie autant de missions que l'on m'en envoie. Et du coup, voilà, le fait d'avoir fait ces 100 heures de call réseau à mon lancement et le fait d'avoir voilà de networker régulièrement, d'échanger avec plein de freelances et de temps en temps de faire ces posts top of the funnel, comme on dit, donc tofu sur le freelancing, l'entrepreneuriat, ça bénéficie plutôt à mon business. Donc ça, c'est le premier aspect, pour tordre le cou aux idées reçues. Euh, et comment est-ce que je trouve toutes mes idées de contenu? Et ben en fait, la créativité, elle se nourrit vachement au quotidien. J'ai des idées de poste quand je lis, quand je discute avec un client ou avec un autre freelance. Et comme je t'ai dit, je partage beaucoup sur les coulisses de mon activité. Donc tout ce qui touche les ressentis, les difficultés que j'ai pu rencontrer, les victoires à célébrer et les coups de gueule éventuels, même si j'en fais pas beaucoup. Et j'ai aucun mal à faire 5 posts par semaine minimum. Mais la créativité appelle la créativité, donc ça vient vraiment en postant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Au mois de octobre-novembre, je me suis auto-mis un challenge de poster tous les jours. Et en fait, limite, tu dis, mais attends, un post par jour, ça suffit pas. J'ai trop d'idées, j'ai trop de choses à raconter. Donc ça, je m'inquiète jamais quand quelqu'un a envie de poster de façon régulière. Plus tu es actif, plus tu es aussi en action sur les posts des autres, plus des idées tu vas en avoir. Et comment est-ce que Complètement. tu gères du coup la planification enfin, ton planning éditorial, l'écriture de tes posts, l'animation de ta communauté en parallèle de tes missions? Donc je jongle, comme tous les freelances, je dirais. Euh, je fais mes missions pour mes clients, donc mon temps de deep work, je le fais en général, c'est le matin.
Donc, je vais avoir des temps de 2 à 4 heures de deep work pour avancer. L'après-midi, je garde toujours 2 à 3 heures de call pour les calls réseau, les calls clients, prospects, collaborateurs, etc. Et en fait, mes contenus éditoriaux, donc notamment mes posts LinkedIn, je les produis pendant mon temps hors PC. Donc, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent quand je vais me coucher. Donc, j'ai toujours soit un calepin pour écrire, soit ben, je prends mon téléphone en fait tout simplement, parce que c'est vraiment quand je suis en phase de pré-sommeil que j'ai plein d'idées de posts qui me viennent et je les note à ce moment-là pour me libérer l'esprit et me permettre d'aller dormir. Euh, et sinon, quand je me balade, ouais, je fais 1 heure de balade quotidienne et typiquement, je vais avoir des idées de un, deux, trois posts et je les note en fait. Mais je note pas tout le post, je note juste, tu vois, un peu les thématiques, quelques bullet points qui me viennent. Je m'envoie ça et en fait, ça me fait une super trame, c'est suffisant. Et après, concrètement, techniquement, je poste plutôt le matin. J'ai trouvé que mes scores étaient meilleurs quand je poste le matin, avant midi, même avant 10 heures. Et en fait, quand je me mets devant mon PC pour pouvoir poster, j'ai très peu de posts qui sont pré-rédigés en entier, mais j'ai ces espèces de trames dont je t'ai parlé avec la thématique et quelques bullet points. Je me pose, je prends ça, et en moins de 10 minutes, mon post est écrit et je l'envoie et roule ma poule. Ouais. D'accord, ça marche. Et tu as dit tout à l'heure que tu avais reçu pas mal de leads sur certaines périodes, donc tu es obligé de choisir. J'imagine que dans les leads, il y en a peut-être qui arrivent et qui sont pas 100 dans ton secteur de prédilection. Comment tu gères du coup le choix, de la mission? Parce qu'il y a plein de paramètres. Ça peut être, que le prospect est sympa, que le projet est intéressant, le budget, va te permettre de faire plein de choses. C'est quoi tes critères de choix? Oui, donc déjà, je suis en B2B, voire B2B industriel, et les cycles de vente sont longs. Donc ça, c'est un élément que j'ai rajouté dans mon questionnaire d'entrée. Donc maintenant, je renvoie tous mes prospects quand j'ai des demandes entrantes via LinkedIn. Je leur envoie, tu vois, c'est paulinevetier.com/contact. Je les renvoie vers mon questionnaire qui est un questionnaire Typeform que j'ai agrandi avant. Il y avait que 3, 4 questions. Là, j'en ai mis quasiment une dizaine pour pouvoir un peu plus les faire bosser et aussi filtrer. Et du coup, je leur pose des questions sur le degré d'urgence, notamment quand est-ce qu'ils ont besoin qu'on commence la collaboration, euh, et qui m'en disent un peu plus sur le projet, parce que j'ai besoin vraiment de les faire parler. Voilà, souvent, quand c'est des dirigeants, ils sont pas très bons en marketing, ils connaissent pas trop cet univers, ils savent qu'ils ont un besoin, mais ils savent pas vraiment le formuler. Euh, donc voilà, il y a le budget, bien sûr. Tu as tous ceux qui veulent potentiellement, même si je suis sur un positionnement plutôt premium, tu as toujours ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Tu as les projets qui ne m'intéressent pas, tout simplement. Donc, voilà, enfin, parfois, ça me fait penser à un freelance dans mon entourage vers qui rediriger. Si les gens n'ont pas de budget, je vais les rediriger vers quelqu'un de plus junior. Quelqu'un qui se lance en freelance, par exemple, ou plus junior dans mon entourage. Quand j'ai des calls aussi avec des copains freelance et qui me disent, bah là, je suis un peu dans un creux, j'ai besoin de missions, si t'en as, bah, je le garde en tête. Et parfois, il y a des planètes qui s'alignent et j'arrive à leur envoyer des missions comme ça. Puis inversement, j'ai eu des moments où j'étais dans le creux de la vague et heureusement que j'avais des missions entrantes via des copains aussi. Donc voilà, tout ça s'équilibre pas mal. J'ai Malte aussi, on n'a pas parlé de Malte, mais j'ai quand même eu des super missions qui sont rentrées via Malte, ouais. OK. Donc Ouais, c'est intéressant voilà, aussi. ça se croise, ouais. OK, bon, mais c'est génial et tu parlais tout à l'heure du fait que quand tu postes, avant midi, voire avant 10 heures, tu trouves que tu as de meilleurs résultats. Est-ce que, sur ta façon de faire, ta stratégie, il y a des choses que tu as changées, au fil des mois et tu remarques qu'elles ont vraiment augmenté tes performances ou la quantité ou la qualité des leads que tu reçois? Bah, tu sais, en ce moment, là, on enregistre en avril 2023. L'algorithme LinkedIn est, est tout pété. Capricieux. Enfin, tout LinkedIn se plaint, n'est-ce pas, sur le reach qui est terrible. Enfin, moi, j'ai perdu 50% de reach en 1 an. Donc, les posts que je faisais, par exemple, un post de 200 likes il y a 1 an m'amenait, enfin, c'était 20 000 impressions. Un post de 200 likes aujourd'hui, je suis autour de 10 000 impressions. C'est pas cher payé. Mais c'est pas très grave, je suis là pour durer, donc je m'en fiche un peu très honnêtement. L'algorithme change et changera et va rechanger. Enfin, c'est comme ça pour tous les réseaux sociaux. Donc je continue ma petite routine de création de contenu et d'interaction sur les posts de mes clients, de mes prospects, de mes copains freelance, voilà, de mes pairs, qu'ils soient dans mon secteur ou non. Et ça suffit en fait en ayant des commentaires de qualité sous le post des autres et en répondant bien sûr à un maximum de commentaires. Je réponds pas à tout le monde parce que j'ai pas forcément le temps, mais sous les 24 heures, après le post, enfin la publication d'un post, j'essaie de répondre au max.
eh bien, ça suffit à faire, voilà, vivre ma petite activité LinkedIn et ouais, c'est suffisant. Oui, c'est sûr que quand on n'a pas forcément le souhait de se transformer en agence, ce qui est ton cas aussi, ben, on n'est pas obligé de faire du volume, d'avoir toujours plus de leads parce qu'il faut occuper, l'équipe qu'on a embauchée, donc ça, c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as faites et que tu ferais pas, pareil aujourd'hui? Hmm, bonne question. Euh, alors, maintenant, j'ai toujours relativement été régulière, mais peut-être pour les personnes qui se lancent, la très mauvaise idée, c'est de se mettre à fond sur LinkedIn, notamment en suivant ces fameuses challenges, un post par jour pendant un mois. Il y en a plein des challenges comme ça qui sortent régulièrement. En fait, ça te crame. Enfin, tu dépenses énormément d'énergie et tu vois, tu fais du LinkedIn à fond pendant un mois, 2 mois, 3 mois, puis après tu reviens plus pendant 6 mois. Ça, c'est vraiment la mauvaise idée. Donc vraiment le fait d'être régulier, ne serait-ce que 2 posts par semaine, 3 posts par semaine, enfin pour certains ça peut faire peur d'ailleurs, ça peut sembler beaucoup, mais il vaut mieux peu et tenir dans la durée avec par exemple voilà 2 posts par semaine et faire ça pendant un an, ça sera incroyablement plus qualitatif et ça portera bien plus ses fruits que de se cramer avec 30 posts par jour pendant un mois et après plus rien pendant 6 mois. Ouais, on a vu pas mal de briques sur nos feeds, là, ça va peut-être commencer à à disparaître. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un conseil que tu as en tête, que tu donnerais, aux freelances qui hésitent un peu à travailler leur personal branding ou à s'impliquer sur LinkedIn? Alors, en fait, pour moi, c'est un facteur extrêmement différenciant, le personal branding. Nous, enfin, on n'est pas des dirigeants de grands groupes ou voilà ou de start-up. Une des choses sur lesquelles on peut se différencier, c'est vraiment notre personnalité, la création d'un univers professionnel qui nous est propre. Et donc, voilà, en business, on peut se battre sur l'offre, on peut se battre sur les fonctionnalités d'un produit, sur des prix, sur des techniques de distribution, de production. Mais en fait, tous ces aspects-là, ils sont copiables. On peut avoir des gens qui, ouais, la concurrence qui copie. Il y a une chose sur laquelle, par contre, on peut pas être copié, c'est notre personnalité. Et c'est notre histoire, en fait, notre why. Tout ça, les gens ne peuvent pas nous copier sur ces éléments qui sont vraiment personnels. Donc, le but du jeu dans le personal branding, c'est de devenir top of mind pour notre cible, pour notre audience de cœur. Ce qui veut dire qu'on va plus chercher à vendre directement, mais plutôt à se faire identifier sur un sujet qui va devenir notre sujet de prédilection, celui que nous, enfin, sur lequel on souhaite personnellement être identifié. Donc, voilà, ce que ça permet, c'est que le jour où notre prospect aura un besoin, il va penser directement à nous, il aura un seul nom en tête, ça sera le nôtre, il voudra bosser avec nous. Et du coup, le personal branding, aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on peut utiliser pour se différencier vraiment radicalement et développer donc une personnalité qui permet en fait de renverser le pouvoir entre l'offre et la demande et de pratiquer des prix bien plus élevés. Je suis sur un positionnement premium quasiment depuis le début de mon lancement. Une fois que tu as pris un peu confiance, tu vois, sur ton offre, est-ce que tu peux délivrer? Et c'est aussi permis par ce positionnement-là. L'idée, c'est vraiment que les gens ben, aient envie de bosser avec moi et uniquement moi et qu'on se choisisse mutuellement, quoi. Que Ouais, je c'est puisse les sélectionner, les choisir autant que. Mais les freelances réalisent pas toujours que notre personnalité, c'est aussi l'une des choses qui fait que, un prospect choisit de travailler avec nous et c'est un bon moyen de le montrer et dans ce que tu dis, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a aussi un secret pour, devenir et rester top of mind, c'est la régularité. Et tu viens de nous dire, vaut mieux se dire: «Je vais poster 2, 3 fois par semaine», ce qui semble quand même assez raisonnable, plutôt que se faire des phases où, tu vas poster tous les jours pendant un mois et puis après tu délaisses et tu reviens 6 mois après, tu sais plus comment fonctionne l'algo, les gens se rappelaient plus de qui tu es, donc Clairement. régularité. Et régularité aussi, moi, tu vois, j'ai fait un peu, alors, je pourrais presque dire que j'ai fait un all-in sur LinkedIn, donc j'ai tout misé sur LinkedIn. En fait, voilà, mon premier canal d'acquisition, c'était LinkedIn où j'étais présente et active, mais en fait, comme je t'expliquais au début, sur ma première année, j'ai surtout bénéficié de leads entrants qui venaient de mes anciens collègues et de mon réseau pro salarié, donc de ma vie d'avant, mais quasiment 12 ans salarié. Mais tout ça se nourrit, tu vois. Je networkais avec mes anciens collègues par message privé, sur WhatsApp aussi. Je faisais des calls avec eux et puis ils lisaient mes posts et en fait, ils suivaient mes actualités business. Donc tout ça se nourrit extrêmement bien. Au bout d'un an, j'ai lancé ce site web qui est un site vitrine en fait, comme beaucoup de freelances font. J'ai mon profil Malte qui m'apporte d'autres opportunités parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment des prospects qui vont chercher un freelance sur LinkedIn.
d'autres sur Malte, mais en général, ils font pas les deux. J'ai des prospects qui m'ont dit, ah oui, ça me serait jamais venu en tête de chercher un profil de freelance sur LinkedIn. Pour eux, c'était une évidence, c'était Malte et aucun autre canal, quoi. Ouais. Donc, le fait d'être un peu, voilà, je dirais, Pas faut mettre tous surtout pas ses être œufs dans le partout. même panier. Voilà, c'est ça. C'est un juste milieu entre, ça sert à rien d'ouvrir une chaîne YouTube, un podcast, un compte Insta, un compte LinkedIn, c'est pour qu'il soit pas alimenté régulièrement. À la fois, on peut, voilà, on choisit un ou deux canaux sociaux, plus une ou deux plateformes tierces, annexes, type Malte ou site web. Et on construit progressivement ça pendant nos 1, 2 premières années en freelance. Et puis voilà, on teste and learn tout le long, ouais. Ouais, c'est génial parce que en pas très longtemps, finalement, tu t'es créé des solides canaux qui ont l'air de t'apporter, je les vois tes bilans, hein, donc qui ont l'air de t'apporter des leads qui sont pile poil ceux que tu cherches. Tu as l'air bien occupé, tu as l'air bien organisé aussi. Donc ça veut dire que c'est possible, c'est hyper positif. Bah écoute, merci à toi pour tous ces conseils. Je pense que ça va inspirer pas mal de monde, que tu vas faire des émules. Et vraiment, je pense que le secret, c'est d'oser et d'être rigoureux, quoi. Ouais, exactement. S'il y a des freelances qui ont un peu, qui ont peur de se lancer, du coup, depuis janvier, je propose des accompagnements à des dirigeants et à des freelances aussi. Donc, j'ai commencé mes premiers, on va dire, advisory, ça s'appelle comme ça, advisory LinkedIn. Et du coup, j'accompagne notamment les indépendants et les dirigeants à justement à la prise de parole sur LinkedIn, donc tout ce qui est créer leur ligne éditoriale, trouver leur tone of voice, créer ce calendrier éditorial, de quoi est-ce qu'on va parler, et puis coécrire des posts ensemble, etc. Donc je fais des accompagnements sur plusieurs sessions et ça fonctionne pas mal. C'est un peu le système de buddy. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont besoin d'un petit coup de main, on peut faire quelques sessions de travail ensemble et bosser là-dessus. Parfois, il y a juste besoin en fait d'obtenir un peu de confiance qu'on n'a pas forcément via son entourage, comme on l'a dit, si les gens sont pas très bienveillants. Et après, une fois qu'on est lancé, et qu'on a des gens qui nous poussent, enfin moi je fais vachement ça, je vais commenter sous les posts des personnes que j'accompagne, ça aide aussi vachement. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Bah, vous pourrez aller voir sur la description de la vidéo, je mettrai le lien du profil LinkedIn de Pauline. C'est vrai que souvent, ce qui manque, c'est juste une petite dose de courage pour se lancer. Donc, ça peut être un moyen de la trouver. Et bien, merci à toi. Je te souhaite encore plein de succès sur LinkedIn. Et puis, à très vite. C'est sympa, Marion. Merci pour cet échange et à bientôt. Salut, salut.